On nous a rendus orphelins. Son père et moi, on est meurtris, dévastés. On est morts à l'intérieur. C'est inhumain surtout. Donc on sait qu'une chose, c'est les avoir entre nos mains, c'est tout. Vous ressentez l'esprit de vengeance, pour être logique. Hein. La justice, si elle voulait un drame, de plus, elle ne s'y serait pas prise autrement que de faire ce qu'elle a fait depuis 9 ans. Cette affaire est douloureuse, même monstrueuse. Aujourd'hui encore, près de 10 ans après l'horreur dans les rues d'Auxonne, personne n'a oublié le visage de Jonathan Ventillard. Il avait 18 ans lorsqu'une nuit de 2007, ou des individus, des barbares en tout cas, l'ont massacré, battu à mort. Un meurtre lâche et surtout injuste, car depuis sa naissance, Jonathan se battait pour la vie. Jonathan naît à Besançon, à la clinique Bon Secours. C'est une césarienne. Donc quand je reviens à moi, parce que j'étais endormie complètement, et je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et c'est le papa qui m'annonce à mon chevet que Jonathan est gravement malade. Je suis dévastée. Il est sourd, il n'y a aucun conduit auditif externe. Jonathan, il naît sans oreille, donc il est malentendant, obligé de porter un appareil qui ressemble à un casque. On sait qu'il a énormément de problèmes intestinaux à ce moment-là et qu'il n'a qu'un seul rein et que ce rein est mal formé. Bon, il est né avec des problèmes de santé, donc c'est vrai que ça chamboule un peu toute la vie au départ. Oui. Il rentrait déjà dans la vie avec un tas de problèmes, beaucoup de problèmes, quoi. J'avais 19 ans quand il est venu au monde. J'étais une jeune maman et j'ai dû apprendre à prodiguer des soins médicaux et à assumer toutes les responsabilités avec le sourire. J'allais me cacher pour pleurer quand je souffrais trop. Parce que c'est difficile de voir son enfant souffrir. C'est un enfant souriant qui, on voyait déjà qu'il mordait déjà comme la vie à ce moment-là. Il était heureux comme tout, très affectueux, un enfant souriant, agréable. Jonathan a subi des opérations lourdes, il s'est toujours battu. Pour lui, voilà, la vie était belle, il fallait se battre et s'en sortir. Et les mois et les années qui ont suivi ont fait que Jonathan a toujours combattu ses maladies. Et à 9 ans et demi, les médecins me le disent. Cette phrase que je redoutais, que je savais qu'un jour on me la dirait, Jonathan souffrait d'une insuffisance rénale aiguë. Son seul rein venait de lâcher et il fallait le greffer. Et j'ai fait ce que toutes les mamans feraient, ce que tous les parents font. La seule chose que je pouvais faire pour lui, c'était voir si j'étais compatible et pouvoir lui donner un rein. Et il a été greffé le 24 novembre 1999 à Necker. J'étais avec lui dans la salle d'opération. Le voir pleurer, lui qui était joyeux comme tout, et qui me tenait la main, et puis il avait peur, vraiment peur, quoi. Il le disait jamais, mais là il l'avait dit vraiment, j'avais remonté le moral, quoi. Jonathan a passé la moitié de sa vie dans les hôpitaux. Des centaines et des centaines d'examens, de radios, de produits, de médicaments, des interventions chirurgicales, à n'en plus finir. Et toutes ces forces, on lui a donné pour l'aider à gravir sa montagne de différence. Parce que la vie ne lui faisait pas de cadeaux. Malgré tous les problèmes qu'il avait, et tout ce qu'il a rencontré, il savait remonter le moral aux gens quand ça allait pas. Il était attentionné vis-à-vis de tout le monde. Hein. Il souriait aux autres. Vous pouviez l'appeler, il pleurait parce qu'il avait mal. Et au bout du fil, vous ne saviez pas qu'il pleurait parce qu'il vous souriait et puis vous racontait une blague. À Necker, il l'appelait notre petit roi. Il était tellement gentil avec tout le monde. Il allait vers les autres petits-enfants et il caressait la joue des autres petits-enfants. Alors que lui, il était petit. T'inquiète pas, ça va aller. Il faut appeler quelqu'un, maman, parce qu'il a mal ou elle a mal. Il savait entendre le cœur de quelqu'un comme personne alors qu'il était atteint de surdité sévère. J'étais content qu'il soit comme ça. Hein. Faire face à tout. Vous savez, quand vous avez des problèmes de santé, si vous n'êtes pas un battant, vous n'y arrivez pas, quoi. Je suis très fier, hein, sur beaucoup de choses. Hein. C'est vrai que tous les moments qu'on pouvait partager ensemble, on le faisait.
Il a toujours le sourire, toujours blagueur. Je lui disais toujours que l'humour ouvrait des portes. Alors il s'en est servi. Et quand il racontait pourquoi il n'avait pas d'oreilles, il en faisait une histoire. Aux enfants, il disait qu'il est allé au Canada, que c'était un ours qui lui avait mangé les oreilles. C'était un clown. Il adorait ça. Il faisait partie d'un cirque. Et à ce moment, il y a beaucoup de photos de lui en tant que clown, jongleur. Voilà. On pense à Jonathan, on pense à sourire, joie. Toujours le smile, comme il disait. C'était un bout en train, c'était des ondes positives tout le temps, tout le temps. C'était la personne parfaite, l'ami parfait, on va dire. C'était pas mon frère, mais presque. Jonathan, c'est un être de lumière, de bonté, un être d'amour, de rire, de joie. Un magicien de la vie. Ça papillonnait dans ses yeux, dans sa façon d'être. Il transpirait d'amour et de gentillesse et de bonté. Le sourire aux lèvres, des ascenseurs plein les yeux, un pas de danse à chacun de ses pieds. Mon fils était un très bon danseur, oui. Il en avait fait sa passion. Puis je crois qu'il s'exprimait par rapport à la danse, surtout. C'est surtout ça aussi. De danser, ça lui montrait que même avec un handicap, il arrivait à faire quelque chose, même s'il avait un appareil auditif, il en faisait même pas attention, il mettait son bonnet, et puis il faisait toute sa danse comme il devait faire, quoi. Puis je pense que il se libérait beaucoup là-dessus. Lui et le hip-hop, c'était toute une histoire. Jonathan, sans musique, c'était pas Jonathan. Il dansait sous les pots de fleurs, devant l'église, sur un bar, sur une table. Il dansait dans la rue, il dansait partout. Il n'y a pas un endroit à Auxonne, je crois, où Jonathan n'a pas dansé. Un jour, je lui ai dit que Beethoven est devenu sourd et qu'il composait sa musique en sentant les vibrations de son piano au pied du piano. Et lui, il s'est dit, je pourrais danser même si j'entends pas. Il fallait juste lui envoyer le top de départ. Et quand son appareil auditif tombait en panne et qu'il n'entendait plus rien, John, la musique était forte et toutes les vibrations, il les ressentait par le sol. Et il dansait. Et il tombait toujours sur la note qu'il fallait pour mettre le pas qu'il fallait à ce moment-là. Et on était, waouh, quel danseur! C'est un génie de danse. Et il nous a bluffés. Pour Jonathan, pour lui, c'est un enfant comme les autres. Pour nous aussi, on n'a jamais ressenti un handicap ou quoi que ce soit. On n'a jamais vu comme ça. Jonathan ne s'est jamais plaint de sa maladie, jamais. À aucun moment dans sa vie, on a entendu j'ai mal là, j'ai mal ci. Non, jamais. Pour lui, tout allait bien. Jonathan ne se considérait pas comme un handicapé. Vous sortiez de l'hôpital d'une intervention chirurgicale, il avait tant de jours de convalescence, et le lendemain, il était à l'école. On sortait de l'hôpital, j'allais chercher quelque chose pour lui, on allait se garer sur une place pour handicapés parce que j'avais le macaron. Il fallait que je change de place. Maman, il faut laisser la place pour quelqu'un qui a besoin de cette place parce que moi, je peux marcher. Maman, je ne suis pas un handicapé. Malgré toutes ces différences, malgré toutes ces souffrances, Jonathan, c'était une bouffée d'énergie. C'était de l'oxygène à l'état pur. Vous étiez essoufflé, le souffle de vie. À 18 ans et demi, Jonathan Vantillard était au lycée en BEP Vente. Ses parents s'étaient séparés lorsqu'il était encore enfant. Le jeune homme vivait chez sa mère avec sa demi-sœur, une enfant que Flore Bella avait eue après s'être séparée de Didier. Jonathan gardait des liens très proches avec son père, qu'il voyait les week-ends et pendant les vacances scolaires. Une vie bien réglée, heureuse, jusqu'au samedi 14 avril 2007. Samedi 14 avril 2007, vers 6h35, un livreur en produits pharmaceutiques s'apprête à effectuer sa livraison et il est interpellé parce qu'il entend un bruit, il semble que ce soit un gémissement et il se rend dans la petite cour à proximité de la rue où il vient livrer et il découvre le corps d'un jeune homme manifestement dans un état très grave. On a ce jeune homme qui est gémissant à terre, mais surtout qui gît dans une flaque de sang assez importante. Et ça, il le voit immédiatement, donc il comprend immédiatement qu'il y a urgence. Il appelle les secours et il est très rapidement affolé parce qu'il dit « je pense qu'il a été massacré ». Les secours arrivent et constatent qu'il s'agit d'un jeune homme complètement agonisant. Les pompiers qui vont être ensuite entendus dans le cadre de l'enquête, pour certains, vont dire qu'ils ont été très marqués
par cette intervention, puisqu'ils vont en plus s'apercevoir rapidement que c'était un jeune homme handicapé, notamment parce qu'ils vont voir qu'il était appareillé au niveau auditif et ils vont se demander ce qui a bien pu arriver à ce jeune homme. On ne retrouve pas de documents d'identité sur la victime. On cherche évidemment, on fouille ses poches, on regarde à proximité, on va retrouver différents effets, mais rien qui permet de l'identifier, si ce n'est cet appareil auditif cassé qu'on va retrouver pour partie à proximité. Jonathan va être vite identifié, justement lorsque les pompiers vont parler aux personnes qui vont arriver un peu sur les lieux en disant que c'est un jeune homme appareillé au niveau auditif. Et comme beaucoup de personnes à Auxonne connaissaient Jonathan et connaissaient son handicap, que la mère et Jonathan donc habitaient à proximité, on va rapidement se douter qu'il s'agit de lui. Les secours vont tout de suite prendre en charge Jonathan pour essayer de sauver sa vie. On ne sait pas quelles sont les plaies qu'il présente, mais en tous les cas, on voit qu'il est suffisamment gravement blessé pour avoir perdu connaissance. Il est dans un état vital, comme on dit en termes de médecine, c'est-à-dire qu'on craint pour sa vie. Ce qui est très surprenant, c'est que le médecin arrivé sur les lieux ne va finalement pas être immédiatement choqué par le fait qu'il s'agit d'une scène de violence. Il va évoquer la possibilité d'une crise d'épilepsie et donc d'une chute. Pourtant, lorsqu'on se réfère au témoignage du livreur en produits pharmaceutiques qui le découvre et aux pompiers qui vont ensuite être entendus, d'emblée, eux se doutent bien qu'il y a eu un grave problème, qu'il y a eu des violences, puisqu'ils vont parler d'une personne massacrée. Je reçois un coup de téléphone de la gendarmerie. On me demande si je suis la maman de Jonathan Vantillard. Gendarmerie nationale Jonathan Vantillard, ça ne va pas dans la même phrase. Et là, je crains le pire pour mon petit. Je dis oui, que je suis la maman de Jonathan. Et je dis pourquoi on m'appelle? On m'annonce que Jonathan a été retrouvé au petit matin et que c'est grave. J'ai eu la maman au téléphone, elle m'a dit ouais, il arrive un drame, tout ça. Donc moi, sur le coup, j'ai pensé à un accident de voiture, vous savez, ou renversé, voilà. Et puis ça, après, j'étais à la gendarmerie d'Auxonne. Et puis, ils pensaient que c'était une crise d'épilepsie au début. Jonathan est admis au CHU de Dijon dans un état extrêmement grave, avec un pronostic vital engagé. Jonathan a été roué de coups, battu à mort, on peut le dire très clairement. Il a notamment 3 fractures du crâne, à l'origine d'un coma quasi immédiat. Il y a des fractures du crâne qui sont absolument impressionnantes puisque son crâne est vraiment comme brisé. Et puis il a des fractures de vertèbres. Il faut savoir que pour fracturer une vertèbre, il faut vraiment donner des coups très très importants. Il a des fractures des côtes, il a diverses ecchymoses, notamment au niveau du visage, des avant-bras, du coude, possiblement aussi des lésions causées par des gestes de défense. Il a été la victime d'une violence, d'un déchaînement inouï. On ne peut pas dire si ce sont des coups portés avec une arme, des coups de pied, des coups de poing, mais on sait tout simplement qu'il y a une multiplicité de coups. Il s'agit d'un crime et d'un crime particulièrement violent. J'arrive à l'hôpital, tout de suite on m'emmène dans la chambre, dans le box où est Jonathan. Je me suis jetée sur mon petit, sans trop le toucher, parce que je voulais pas toucher mon petit, parce que je savais pas où il avait mal. Oh, et quand je l'ai vu, comme j'ai été en panique, comme j'avais mal, tout en moi criait de douleur de le voir comme ça, couché, dans le coma. Toutes ces blessures au visage, à la tête qui avaient triplé de volume. Jonathan, lorsque je l'ai vu, j'ai eu du mal à le reconnaître, ça marque. Les médecins nous disent que c'est très grave, et puis que s'il s'en sort, il sera certainement handicapé, dans un fauteuil, tout ça. Ou ses jours sont comptés, quoi. Voilà ce qu'ils nous disent. Vous dites sa vie est complètement foutue, lui qui aimait bouger, qui aimait danser, tout ça. Il y a une chance sur 1 million que Jonathan revienne. S'il revient, il sera plus le même homme. Il sera dans un état catastrophique. Si Jonathan revient, c'est un légume. Vous dites, c'est pas possible, mon clown ne reviendra pas, notre ami ne reviendra pas. On ne sait pas si dans le coma on peut tout percevoir, alors je le touche. Et pour qu'il me sente, il faut que je parle fort pour que Jonathan m'entende, parce qu'il n'a pas son appareil pour entendre. Puis qu'il ne peut plus lire sur mes lèvres. Et en moi, en ce moment-là, en même temps, je suis empreinte
imprégné d'une colère, d'une guerre, de la haine, une pulsion de vouloir faire du mal à ceux qui ont fait ça à mon petit. Parce que quand je vois l'état dans lequel mon fils est, je sais que quelqu'un lui a fait ça. Et que quelqu'un ait pu poser ne serait-ce qu'un doigt de travers sur mon petit. Oh, mais ça m'est insupportable à vivre. Moi, quand j'ai vu mon fils après, c'est vrai que je me suis dit, ça peut pas être une crise d'épilepsie. Il avait les deux yeux fermés, voilà, le visage complètement déformé. Voilà, donc dès le départ, ça allait pas, quoi. Le médecin, faut qu'il change ses lunettes. C'est impensable de voir ça. Il est rué de coups. Les marques, elles se voient, tout se voit. Comment peut-on marquer une crise d'épilepsie? Quand j'apprends, j'en parle au médecin de Dijon. Il dit, ben non, c'est pas une crise d'épilepsie, hein. Je sais pas pourquoi, quelqu'un a dit que c'était une crise d'épilepsie, mais non, c'est pas une crise d'épilepsie. Quand on reçoit votre fils avant de lui faire le scanner, on voit bien qu'il a pas fait une crise d'épilepsie, hein. On sait que c'est une agression, après le pourquoi, on se pose la question. Il y a personne qui en veut à Jonathan. Il y a personne qui peut faire ça à Jonathan. Pour moi, c'est un acte de barbarie. Je dis voilà, ni plus ni moins. Une cruauté qui a été faite sur Jonathan, qu'un être humain ne devrait pas faire, je veux dire, c'est impensable. Jonathan, ouais, il s'est fait détruire, ouais, par un fou, ou par des fous, on sait pas. Ça fait mal. Vous vous dites que Jonathan, c'est pas un caïd, c'est pas un dealer, c'est le mec le plus cool qu'il y a dans Auxonne, donc vous vous posez des questions. Pour un mec inoffensif, se faire tabasser comme elle a été tabassée, il y a des choses que je comprends pas. Jonathan voilà, n'était pas un grand gabarit, il avait des problèmes de santé, donc la personne là, s'est acharnée sur Jonathan, l'ont carrément détruit. Et puis surtout la douleur qu'il a dû avoir quand ça s'est passé. Et puis surtout la peur qu'il a dû avoir, c'est ce qui me tue le plus, quoi. On veut protéger, c'est normal, on protège les enfants, tout ça. Et là, on n'était pas là pour le protéger, ça lâche, et puis c'est inhumain surtout. Donc on sait qu'une chose, c'est les avoir entre nos mains, c'est tout. Vous ressentez l'esprit de vengeance, pour être logique, hein. Je n'aurai de cesse, jusqu'à mon dernier souffle, que de traquer ceux qui ont fait ça à mon fils. Plus le jour avançait, plus l'espoir diminuait, quoi. Voilà. Je sais que la mort peut me prendre mon petit. Il s'est battu pendant 5 jours pour rester en vie, comme il l'a fait toujours, hein, comme il a toujours fait pour se sortir de tout, quoi. Sa maman était restée près de lui. On me laisse le droit d'être auprès de John longtemps. Mais là, je comprenais que c'était du temps qu'on me donnait pour dire au revoir. Mais je voulais pas lui dire au revoir. Je savais que je lui en demandais beaucoup, qu'il avait le droit de renoncer. Et je suis restée auprès de mon petit, à lui dire au revoir, lui dire tout l'amour que j'ai pour lui, que j'ai. Je sais que je suis en train de dire adieu à mon petit. Dans la nuit, j'ai reçu un coup de fil. Comme quoi il était décédé, quoi. Sa maman m'a appelé pour me le dire. Quand vous apprenez le décès de votre fils, voilà. C'est la fin de tout, quoi. C'est terrible, la douleur de cette mère, de ce père. Mais qui avait bien pu battre à mort ainsi le jeune Jonathan? Le pauvre garçon était simplement sorti avec ses amis, comme il le faisait tous les week-ends, puis il était rentré seul, peu après minuit. Pourquoi avait-il été la victime de cette violence inouïe? Son ou ses bourreaux avaient certainement laissé leurs traces sur le lieu de l'agression, peut-être. Mais impossible de le savoir, car les gendarmes avaient tout simplement négligé la scène de crime. Ils vont quitter les lieux à 10h du matin, après avoir simplement posé une banderole autour du lieu de découverte du corps, et notamment de la mare de sang qui est constatée. Alors certes, il fallait sauver Jonathan, il y avait des médecins pour le faire, certes, il fallait le sauver, mais on pouvait quand même laisser un agent sur place pour sécuriser les lieux. On prend les choses à la légère, on s'en va, on laisse les lieux en état. Et c'est ce qui va finalement biaiser toute l'enquête. On prend le corps, on s'en va, on boucle tout, et c'est terminé. Voilà. Même si c'est une scène de crime, même s'il n'est pas mort sur le fait, c'est quand même une scène de crime.
Les techniciens en investigation criminelle vont être appelés l'après-midi. Ils vont arriver sur les lieux vers 17h et ils vont se rendre compte que la scène a été totalement nettoyée à grande eau et à coups de javel. On va retrouver la personne qui a nettoyé les lieux, qui est une personne proche d'habitants de l'immeuble. Celui qui a nettoyé la cour est le beau-père d'une personne qui habite l'immeuble. Il dit que sa belle-fille était choquée par la tache de sang et surtout elle avait une petite fille. Et donc ça pouvait effectivement être traumatisant et qu'il l'avait fait tout simplement pour rendre service. Pour empêcher que sa petite fille puisse voir ce genre de choses. Faut arrêter, là. Faut arrêter de nous faire croire n'importe quoi, là. Ces habitants avaient été avertis de l'interdiction de toucher les lieux et cette personne va néanmoins acheter un balai, amener de la javel et nettoyer les lieux. C'est sûr, je peux comprendre qu'une mare de sang, ça peut être choquant. Mais bon, quand il y a quelque chose comme ça, moi, je ne touche à rien. Et je comprends pas qu'on ait effacé des possibles preuves. Ce qui est étonnant, c'est cet empressement qu'il va avoir à nettoyer cette scène de crime à la javel. Pourquoi de la javel? On sait que la javel peut détruire toute une série d'éléments de preuve. Pourquoi la javel? Il va dire l'avoir fait dans l'après-midi, mais apparemment, la voisine va expliquer que dès midi, il s'était attelé à nettoyer toute la scène. Il achète un balai spécifiquement pour ce nettoyage, qu'il va effectivement jeter, dont il va se débarrasser. Évidemment, c'est forcément suspect. Les techniciens de la gendarmerie qui font les constatations le dimanche en fin d'après-midi ne vont pas le retrouver, mais semble-t-il, ils ne l'ont pas cherché. Et les investigations qui vont être entreprises en fin d'après-midi seront forcément faussées par cette intervention. On n'a même plus le visuel de la trace de sang, ce qui fait qu'on ne sait pas si le corps a été bougé, s'il a bougé lui-même, s'il a été changé de place. Il fait disparaître non seulement la localisation de la trace de sang, mais en tous les cas, toutes les traces et tous les éléments qu'on aurait pu récupérer dans cette trace de sang, notamment peut-être des traces d'ADN, d'éléments pileux, etc., qu'on aurait pu exploiter en police scientifique. Aujourd'hui, c'est un cas d'école qui est cité en gendarmerie ou en police pour dire voilà ce qu'il ne faut pas faire. C'est du temps de perdu, c'est de l'enquête foutue en l'air, c'est les preuves qui sont parties. Donc maintenant, pour retrouver les preuves, il n'y en a plus, quoi. Pour moi, les gendarmes qui étaient à la base, en 2007, ce sont des gendarmes incompétents, qui ne savent pas faire leur travail. Et ça met en colère. L'enquête était bâclée. C'est juste des petits gendarmes de... Pour moi, ce chef de gendarmerie est juste limité à des contraventions. Puis voilà, ils prennent ça à la légère. En plus, ils prennent ça à la légère. Alors les gendarmes vont finalement prélever divers éléments, mais rien de probant. Des mégots, mais qui ne vont rien donner en analyse ADN. Et une boîte de Subutex, qui est un médicament de substitution à l'héroïne. On a pu savoir que parfois, il y avait quelques personnes toxicomanes qui pouvaient être dans la cour, notamment pour consommer. Donc on va essayer de faire des recherches, mais cette boîte n'est pas traçable, on ne peut pas savoir à qui elle a été délivrée. C'est impardonnable d'abandonner une scène de crime dans ces conditions-là. Alors évidemment, ne pouvant plus rien en tirer, les gendarmes vont interroger le voisinage. Quelqu'un a peut-être vu ou entendu quelque chose. Lorsqu'on interroge les habitants de cet immeuble d'une manière générale relativement calme, personne n'a rien entendu. Personne n'a entendu de cris, de gémissements et en tout état de cause de signes permettant de penser que des violences aussi graves que celles-là ont été commises en bas de l'immeuble. Avec mon frère, on s'est rendu le soir sur le lieu du crime, soi-disant que les voisins n'entendent rien. On n'a pas fait un surpris, on était dans la cour, on entend tout. On entend tout ce qui se passe dans les logements. Donc si nous, à l'extérieur, on arrive à entendre ce qui est dans le logement, c'est quand même bizarre qu'ils n'entendent pas. Vous entendez la télévision de ce qui se passe chez les gens, vous entendez causer les gens. On y a été plusieurs soirs avec mon frère, parce qu'on ne comprenait pas que personne ne puisse entendre quoi que ce soit. Ceux qui disent qu'ils n'ont rien entendu, je pense qu'ils mentent. Parce qu'il y a une agression de telle ampleur, il y a des cris, des coups, tout ça. Alors, surtout dans la nuit, donc tout le monde se réveille normalement. Et je pense qu'ils mentent. Quand je vois l'étendue des dégâts et des blessures portées sur mon petit, mais il a dû hurler de douleur, de souffrance, de peur, de panique. Donc il y a dû avoir des cris. Le livreur de médicaments l'a bien entendu gémir, alors pourquoi personne ne l'a entendu? Autre hypothèse, Jonathan n'a pas été battu à mort dans cette cour, mais dans un autre endroit. Et ce n'est qu'après l'agression qu'encore agonisant, son corps y aurait été discrètement déposé. Très vite,
intervient une nouvelle information. Les analyses toxicologiques de Jonathan vont alors laisser perplexes les gendarmes et surtout sa famille. Il va résulter des analyses que Jonathan avait un taux d'alcool de 1,7 g par litre de sang. C'est totalement contradictoire avec le traitement qu'il a et avec les effets que ça peut avoir sur lui. Donc il n'avait pas l'habitude d'être alcoolisé à ce point. Jonathan, compte tenu de son état de santé, ne devait pas boire. Je rappelle qu'on lui avait implanté un rein, qu'il avait un traitement très important qui était évidemment en contradiction totale avec la consommation d'alcool. On avait tous été prévenus par la maman et par le papa que Jonathan ne fait pas qu'il boit. Voilà. S'il voulait boire, il fallait l'interdire. On avait tous cette consigne-là, on était tous protecteurs de Jonathan par rapport à ça. Quand je vais questionner les camarades de Jonathan et leur demander qu'est-ce qu'a bu Jonathan, ils sont tous très honnêtes. Ce soir-là, on va apprendre qu'il a bu 2 verres de Chet et un fond de bière. Après, Jonathan s'est pas caché pour boire, donc ils sont certains de la quantité d'alcool ingurgité par Jonathan. Mais ça n'explique pas le taux élevé d'alcool. On se demande s'il a pu consommer de l'alcool après avoir quitté ses amis à 0h15. S'il l'a fait, il n'a pas pu le faire dans un bar, puisque les bars d'Auxonne ferment automatiquement à 1h du matin. Et on a au dossier un procès-verbal qui explique que la gendarmerie a patrouillé à 1h du matin pour vérifier que les bars avaient bien respecté l'horaire de fermeture et que tout était sans difficulté, que les bars avaient bien fermé à cette heure-là. Donc, où a bu Jonathan? Est-ce qu'il était dans la soirée, il a fini avec quelqu'un? La personne l'a peut-être forcé à lui dire de boire ce verre-là. Des fois, comme ils font dans les soirées, ils boivent ce verre-là, ainsi de suite. Pour moi, le 1,7 g, il a été forcé. Peut-être, je me dis qu'il a fait une mauvaise rencontre. Parce que pour se retrouver avec le taux d'alcoolémie qu'il avait le matin, il a dû se passer quelque chose, il a dû boire avec quelqu'un. C'est pour ça, dans ce bâtiment, ce qui s'est passé, on ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il est tombé sur des gens qui étaient là-bas en train de boire, qui l'ont peut-être forcé à boire. Et après, qui dit qu'il a pas refusé et puis qu'ils sont défoulés sur lui? Afin de comprendre ce qui a bien pu se passer, les gendarmes vont donc se replonger dans ce qu'on sait des dernières heures de Jonathan Ventillard le vendredi 13 avril 2007. On se parle, il est content, il est heureux d'aller passer une bonne soirée avec ses potes. Donc, voilà, je laisse partir. Il sort vers 20h30 avec un ami. Il va dans un bar essayer de chercher dans l'annuaire l'adresse d'une jeune fille qui l'intéresse depuis quelque temps et qu'il souhaite rencontrer. Lorsqu'il s'apprête à essayer d'aller à sa rencontre, il a connaissance par un autre ami qu'elle se trouve dans un autre bar d'Auxonne et il va donc à sa rencontre. Il la voit vers 21h, il lui parle, échange quelques mots avec elle, elle se trouve avec des amis et puis repart avec son copain chez un autre ami avec lesquels il va passer la soirée. Il y a pas mal de monde chez cet ami. Ils vont tous se rendre au gymnase d'Auxonne pour aider une amie à préparer une manifestation sportive qui va se dérouler le lendemain. Tout cela se fait dans la joie, dans la bonne humeur. Ils rentrent ensuite chez l'ami en question. Ils finissent la soirée et vers minuit, tout le monde se sépare. Les amis de Jonathan le voient partir vers 0h15. Ils pensent qu'il rentre tout simplement chez lui à pied, puisqu'il habite à quelques minutes de là à pied. Mais on sait par les investigations et toutes les personnes entendues qu'en définitive, il se rend chez d'autres copains. D'abord, donc, chez un, il est accueilli par le père qui lui dit qu'il ne se trouve pas là, mais chez un autre ami, il va s'y rendre. Il est accueilli par la mère, mais qui lui dit, il est minuit 30 passé, que les copains en question dorment. Par contre, elle se rend compte que Jonathan n'est pas tout à fait dans son état normal. Parce qu'elle le connaît bien, Jonathan. Et elle lui préconise de rentrer. Jonathan lui dit qu'il va rentrer. Elle voyait bien que Jonathan était un petit peu gai. Il n'était pas non plus titubant, euphorique, à faire n'importe quoi. Étant donné qu'il avait bu 2 verres et le fond d'une bière, il était juste un petit peu différent. Manifestement, Jonathan cherchait un copain avec qui finir la soirée. Il ne va pas trouver. Et puis ensuite, il va chercher à revoir cette jeune fille qu'il avait vue en début de soirée. On le sait parce qu'il envoie notamment des SMS à 2 copains en disant qu'il cherche la route où cette jeune fille habite. Donc Jonathan a beaucoup circulé ce soir-là, a rencontré des gens, a été en contact avec des relations ou des amis.
La mère de Jonathan n'est pas à la maison cette nuit-là, elle est chez son ami. Et Jonathan lui envoie un SMS peu avant 1h du matin pour lui dire notamment qu'il rentre chez lui. Il me dit, il me souhaite une bonne soirée, qu'il m'aime et qu'il est rentré à la maison. Moi, en tant que maman, je sais, voilà, mon fils est rentré, voilà. Mais aujourd'hui, moi, j'ai pas la certitude que ce SMS a été envoyé du domicile. Sachant que sa maman n'était pas présente, il peut très bien avoir voulu la rassurer sans forcément être rentré. On a en tout cas une certitude, il est rentré chez lui à un moment donné. On le sait parce que son portefeuille est retrouvé chez lui, à l'endroit où il le laisse habituellement, alors que ses copains sont formels, il l'avait sur lui le soir des faits, puisque au gymnase, il va le donner à un copain pour faire un petit exercice de gymnastique devant les autres. Il a posé son portefeuille et il est ressorti. Donc pourquoi il est ressorti, je ne sais pas pourquoi il est ressorti. Et il va être vu par plusieurs personnes jusqu'à 2h du matin. Et puis à 2h12, il va être filmé par la caméra d'une banque en face de la ruelle où il va être découvert. Sur une caméra vidéo, on l'aperçoit tout seul. Il y a un horaire qui est un peu inexplicable. Dans tous les cas, c'est une image furtive qui nous amène peu d'éléments. On ne sait pas s'il va à gauche, s'il va à droite. Et cette entrée de ce couloir qui mène à cette courette n'est pas vue à ce moment-là par cette détection quand elle prend Jonathan en mouvement. Et puis surtout, après 2h12, on n'a plus de nouvelles de lui. Cette fameuse nuit, hein, il y a eu beaucoup de trous noirs, donc pour l'instant on a des vides, on aimerait savoir ce qu'il y a eu. Alors, qui a-t-il pu rencontrer? On se demande bien. Une mauvaise rencontre, ça peut toujours arriver. Un vol de téléphone, voir quelque chose qu'on n'aurait pas dû voir, des personnes échanger des produits stupéfiants ou autres. On peut juste imaginer que peut-être Jonathan a été témoin de quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir, ou éventuellement que son handicap a fait que des gens ont voulu le punir. Quelquefois, vous savez, on a des gens qui se moquent des handicapés, qui tapent sur des handicapés comme s'ils n'étaient pas des êtres humains comme vous et moi. Est-ce que c'est ça ce qui s'est passé ce soir-là? Il y a des gens, ils ont une tolérance zéro. Un geste ou un regard, ils le prennent mal, ils viennent me casser la figure. Jonathan, comme on sait qu'il n'est pas dans son état normal, on ne sait pas comment fait l'alcool sur lui. Est-ce qu'il a dit une chose ou pas? Est-ce qu'il n'a pas entendu? Est-ce que ça a dérangé quelqu'un? On n'en sait rien. Il peut y avoir des centaines d'hypothèses. Donc je ne vais pas dans ce sens-là parce que sinon je deviens folle. Jonathan, 45 kilos, 1m54. Il n'y a pas besoin d'être deux pour lui faire tout le mal qu'on lui a fait. Le téléphone portable de Jonathan sera retrouvé le lendemain matin devant un commerce situé à 10 minutes de son domicile. Question: Jonathan est-il ressorti de chez lui car il s'était aperçu qu'il avait perdu son téléphone portable, ou avait-il été agressé à l'endroit où sera retrouvé son portable, ce qui expliquerait qu'il l'ait perdu? C'est un mystère. Ce qui est certain, en revanche, c'est que la courette où sera retrouvé le corps de Jonathan se situe juste en face de son domicile. Les jours passent, l'enquête est au point mort, mais 3 semaines plus tard, Flore Bella va recevoir des confidences qui vont faire rebondir l'enquête. Une habitante de l'immeuble où le corps de Jonathan a été retrouvé lui confie qu'un jeune couple de voisins, un certain Loïc, une certaine Coralie, avait vu dans la cour le corps supplicié de Jonathan, mais n'avait pas alerté les secours. Le couple est immédiatement placé en garde à vue, et voici ce que Loïc va expliquer aux enquêteurs. Il va expliquer avoir vu Jonathan dans la nuit, vers 4h du matin, semble-t-il, avoir pensé qu'il cuvait, qu'il était alcoolisé et qu'il dormait quelque temps, et ne pas s'être inquiété davantage. Il ne pensait pas qu'il était en danger, qu'il n'a rien vu, qu'il faisait noir. Et qu'il n'y avait pas du tout de sang. Sa petite amie va avoir une autre version, puisqu'elle va dire que lorsqu'il est rentré, il était suffisamment bouleversé pour s'être rendu aux toilettes. Il est rentré chez Coralie, il s'est mis à vomir, parce que ça l'a travaillé quand même. Alors la première version, ce sera de dire qu'on pensait qu'il cuvait, qu'il était alcoolisé. Ensuite, on avouera qu'effectivement, ils ont vu Jonathan dans la cour et qu'ils ne lui ont pas porté secours. Qu'ils l'ont laissé gisant dans la cour en ayant vu quand même du sang. Loïc a enjambé Jonathan, donc il l'a laissé mourir. Il a refusé que Coralie appelle les secours, donc les deux sont fautifs. Pourquoi elle l'écoute?
Elle peut très bien aller aux toilettes, appeler les secours. Il y a le 18, il y a le 15, il y a le 17. Elle peut appeler au moins des secours. Il m'a fallu violence pour pas grimper dans cet appartement. Moi, je suis un humain comme tout le monde. J'ai 2 grammes. Parce qu'apparemment, la personne, elle avait 2 grammes quand elle a enjambé Jonathan. Je vois une personne avec du sang. Le cerveau, il fait son travail tout seul. J'appelle tout de suite les pompiers. Moi, j'aurais pas pu me coucher tranquillement. C'est pas grave, il y en a un en bas, ils ont une mare de sang, c'est pas grave. Allez, vas-y, viens, on va se coucher et puis on verra ça demain. Dire qu'on a fait ça parce que oui, ils voulaient prendre en nuit avec la gendarmerie, c'est d'un meurtre qu'on parle quand même, il faut pas oublier. Là, pour ce comportement de ces 2 personnes, j'ai même pas de mots parce que... Comment laisser mourir quelqu'un? Le témoignage de ce Loïc, c'est un témoignage faux. Il a fait que de mentir. Il a quand même détourné l'enquête avec des mensonges. Il a menacé du monde pour pas qu'il parle. Il a fait une entrave à la justice, il a menti à plusieurs reprises, il a fait des pressions physiques et verbales sur des témoins pour que les personnes avec qui il avait passé la soirée corroborent sa version des faits. Donc ce Loïc qui se dit innocent, il dit innocent. Pour moi, c'est pas innocent. Il a laissé mourir mon fils. Ma pensée pour eux, elle est violente. Parce que je sais ce que les médecins de Dijon m'ont dit. Que si Jonathan avait été secouru beaucoup plus tôt, il aurait eu plus de chances de survie. Il est passé au-dessus de mon tir. Alors quand ils vont dire qu'ils ont fait juste une erreur et qu'ils se sont rendus compte le lendemain, et qu'ils n'ont rien à se reprocher, alors pourquoi ils n'ont eu de cesse que de cacher la vérité? Il nous a raconté des bobos. Il a un coup enjambé le corps, un coup il a touché le corps, un coup pas. Je crois pas du tout à sa version. Peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il a un lien dedans. Il fait partie des suspects pour moi, il fait partie des suspects. Voilà, il a beau dire ce qu'il veut, oui, il voulait pas d'histoire avec la justice, il a beau dire ce qu'il veut. Pour moi, il fait partie des suspects. Ce qui va interpeller les gendarmes et surtout les parties civiles, c'est-à-dire les parents de Jonathan, c'est que ces personnes sont liées plus ou moins directement à celle qui a nettoyé les lieux du crime. Il se trouve que la personne qui nettoie la cour est en lien avec ce couple qui a vu Jonathan dans la nuit. Donc forcément, on relie les 2 faits. Pourquoi avoir nettoyé le lendemain? Qu'est-ce que ça cache? Qui veut-on couvrir? Qui veut-on protéger? Mais dans cet immeuble, c'est toute la même famille. C'est toute la même famille. Donc on a là des gens qui connaissent Jonathan, qui se trouvent dans l'immeuble où on l'a retrouvé, dont proches ont détruit la scène de crime, qui disent n'avoir rien entendu, mais après qui disent avoir enjambé le corps de Jonathan, en tout cas pour le jeune homme. On a là une piste qui paraît tout à fait sérieuse, parce que c'est la piste de la proximité immédiate de la scène de crime. Donc on se demande s'il n'y a pas eu autre chose et s'ils ne sont pas directement impliqués dans la mort de Jonathan. Mais aucun élément objectif ne va permettre de les impliquer directement dans les violences à l'origine de la mort de Jonathan. Et après avoir été mis en examen pour homicide volontaire, le jeune homme va finalement être mis en examen comme sa compagne pour non-assistance à personne en danger et renvoyé de ce chef devant le tribunal correctionnel. J'arrive pas à comprendre de passer d'homicide à non-assistance à personne en danger. Ces personnes-là sont soupçonnées quand même de meurtre, on les laisse à la rue. Ah, je comprends pas la justice. Dire qu'ils sont responsables de près ou de loin dans cette agression, je ne le sais pas et ils n'ont pas tout dit. Peut-être savent-ils quelque chose et qu'ils n'osent pas dire. Pour moi, c'est ce que je pense. Il a vu quelque chose et monsieur ne veut pas causer parce que c'est peut-être ses copains à lui, je sais. C'est pas. Vous savez, dans cet immeuble, que je reviens là-dessus, vu que tout le monde se connaît, vous savez pas. Il a peut-être eu peur des gens qui ont fait ça à mon fils. Je pense qu'il doit en savoir plus qu'il ne le dit. Il est vrai que cette piste est particulièrement troublante, mais ce n'est pas la seule qui va intéresser les enquêteurs. La rumeur publique va forcément jouer. Auxonne, c'est une petite ville, tout le monde connaît Jonathan, tout le monde va donc avoir un point de vue sur sa mort, sur ce qui a pu lui arriver, sur qui pourrait être en cause, et les regards se tournent vers 3 jeunes. Des jeunes connus des services de police et, comme on dit, défavorablement connus, et notamment condamnés ou mis en cause pour des affaires de stupéfiants et des affaires de violence. C'est 3 jeunes qui dealaient, 3 délinquants qui faisaient leur petite terreur sur Auxonne, après ce que j'ai pu comprendre. Donc tout ça, ça fait, je dirais, une atmosphère, une ambiance qui va être exploitée par les enquêteurs. Certains témoignages laissent entendre qu'il pourrait être impliqué dans la mort de Jonathan. Donc des recherches vont être faites sur ces jeunes.
Il y a des personnes qui vont être entendues et qui vont expliquer que cette nuit-là, ils ont vu ces jeunes autour d'une voiture semblant parler fort et un coffre claqué. On va penser éventuellement à l'enlèvement de Jonathan, pour lui voler son portable ou autre chose. Ces gens-là auraient peut-être pu faire boire mon fils dans leur voiture. Et après, ça se termine dans le bâtiment. Dans ces 3 jeunes, il y en a un qui part précipitamment en Afrique du Nord. Il a annoncé à quelqu'un comme quoi il ne voulait pas prendre pour les autres, il préfère partir au Maroc, il sera pas tout seul à prendre. Donc voilà, ça fait encore un suspect de plus. Parmi les 3, il y a lui, il y a celui qui s'est rasé la tête. Un d'entre eux, peu de temps après les faits, s'était rasé, donc on a pu se demander s'il voulait changer son apparence physique pour ne pas être reconnu par d'éventuels témoins. Et celui qui a nié qu'il était dehors, sachant qu'il y a des témoins qui l'ont vu, j'ai vu les dépositions. Et lui, il disait qu'il n'est pas sorti le soir, par contre, il y a plein de témoins qui l'ont vu. Pourquoi mentir quand on n'est pas coupable? Donc c'est bien qui cache les choses pour moi. Certaines personnes vont dire qu'un autre se serait confié à tel autre en disant qu'il avait fait une connerie ce soir-là. Une personne nous dira que l'un de ces 3 personnages aurait avoué les faits. On aura des témoignages qui nous disent avoir aperçu du sang sur le capot d'une voiture qui pourrait être en relation avec ces 3 personnes. Simplement, lorsqu'on va s'intéresser à cette voiture qui pouvait correspondre à celle vue par les témoins, on va s'apercevoir qu'elle avait été mise à la casse et donc plus aucune analyse ne pourra être réalisée. Il y avait des traces de sang sur la voiture, mais on ne sait pas à qui. Il s'en est vite débarrassé pour la mettre à la casse, c'est la destruction. Alors ces personnes vont être placées en garde à vue, vont expliquer avoir vu Jonathan cette nuit-là à 2h du matin et vont dire qu'ils trouvaient qu'il titubait un petit peu, qu'ils ont pensé qu'il rentrait chez lui puisqu'il était à proximité de sa rue, mais qu'ils n'ont même pas parlé et qu'ils ne s'en sont pas préoccupés plus que ça. Donc on a là une piste qui est malgré tout très travaillée par les gendarmes et qui, en tout cas à ce jour, n'a pas abouti et n'a pas permis la mise en cause de ces 3 jeunes, même si ça reste une piste qui n'est pas définitivement fermée. On ne peut pas dire que cette piste est abandonnée, mais en tout cas, à l'heure actuelle, elle n'est pas confortée par des éléments objectifs qui permettent d'affirmer que ces personnes ont une responsabilité dans la mort de Jonathan. Je ne comprends pas pourquoi les gendarmes n'ont... Ça n'a pas été plus loin, pourquoi la juge d'instruction s'est pas penchée plus sur leur cas. Ils ont fait des gardes à vue, Mais les gardes à vue, ils les connaissent par cœur, ils savent qu'il voilà, y a tant de temps à attendre et puis c'est bon. Ces trois personnes comme ce Loïc, pour moi, c'est des suspects. Pour moi, c'est vraiment des suspects quand même prioritaires, oui. Dans cette affaire, une autre personne va être suspectée, ou du moins être victime de rumeurs terribles d'ailleurs. C'est Fleur Bella, la propre mère de Jonathan. Le soir des faits, souvenez-vous, elle dormait chez un ami, mais dans la nuit, elle avait été prise d'angoisse, sûrement le mauvais pressentiment d'une mère. Elle était sortie marcher seule pour s'aérer dans les rues d'Hoxton, et cela dans le créneau horaire de l'agression de son fils. Pour certains, il n'en fallait pas plus pour l'accuser. La maman de Jonathan a été l'objet elle-même de rumeurs selon lesquelles elle aurait pu être l'auteur des faits. C'est la pire des accusations qu'on ait pu porter à mon encontre. Encore au bout de 9 ans, j'apprends qu'on ose encore penser que j'aurais pu faire du mal à mon petit. Parce que j'ai travaillé quelques semaines dans un bar. Dans tous les bars à Hoxton, la drogue se circulait. Mais ça fait pas de moi la complice ou la copine de ces gens. On a eu dit de moi que je me droguais. Je défie quiconque de dire si on m'a vu me droguer, de quelque façon que ce soit. On dit de moi que j'ai des dettes de jeu. Pour ça, il faudrait que je commence à jouer. On dit de moi que j'aurais fait tuer mon fils. Vous vous rendez compte jusqu'où ça va? Fleur Bella, en fait, elle a souvent été victime de méchanceté, de médisance. Replanter un couteau dans une plaie qui est déjà bien profonde, je pense que c'est pas nécessaire. Que je réagisse en pleurant, que je réagisse en me contenant, que je réagisse en le disant doucement, de quelque façon que je puisse le dire. Certaines personnes s'obstinent à dire que j'en fais des tonnes, que je détourne, que je manipule. Quelle que soit l'attitude que je peux avoir, on va me trouver coupable pour cette poignée de personnes. Et cette poignée de personnes ont lancé cette rumeur qui a
qui s'est décuplé. Qu'on en lance encore sur mon compte, ça cache quoi? Détourner le projecteur sur la maman? Ça arrive dans tellement de familles que les parents sont les coupables. Bah, pourquoi pas? Ça pourrait peut-être marcher. Elle s'en est expliquée publiquement, elle s'en est expliquée à plusieurs reprises. Elle a toujours demandé que l'enquête aille jusqu'au bout la concernant. Elle ne demande pas mieux. Je me suis mise à disposition des inspecteurs pour toutes les questions et je leur ai apporté toutes les réponses. Et ils ont pu instruire et enquêter. Je suis et reste à leur disposition, comme je l'ai toujours dit et je le reste encore. Cette nuit-là, j'étais dans la rue, ça ne fait pas de moi quelqu'un qui ait pu faire le mal à mon petit. Mais pourquoi cet acharnement? Ces accusations sont terribles pour une mère. Mais ce qui déchire le plus aujourd'hui Flore Bella et Didier, le père de Jonathan, c'est que depuis le départ, l'enquête sur le meurtre de leur fils a été sérieusement négligée. La justice, si elle voulait un drame, de plus, elle ne s'y serait pas prise autrement que de faire ce qu'elle a fait depuis 9 ans. L'expert qui va être désigné dès 2007, évidemment, pour apporter ses conclusions médico-légales, va finalement être radié de la liste des experts fin 2009 parce qu'on lui reproche des retards très importants dans sa mission. Moi, j'avais envie de savoir si on pouvait trouver des éléments qui nous permettaient de connaître l'arme ou la façon dont les coups avaient été portés à Jonathan. Cet expert, pendant 2 ans, a fait perdre son temps à l'enquête, puisque pendant ce temps, l'enquête terrain, c'est-à-dire l'enquête des enquêteurs n'a pas avancé, puisqu'on attendait les conclusions de cet expert. C'est-à-dire que plus de 3 ans après le crime, l'expert n'avait même pas débuté ses travaux et nous obtiendrons finalement le rapport d'expertise médico-légale qui va expliquer au moins de quoi Jonathan est décédé et quelles sont les lésions qu'il a subies qu'en septembre 2011. C'est vraiment scandaleux. Ensuite, nous avons un juge d'instruction qui ne va rien faire pendant presque 2 ans. Le juge d'instruction qui a été saisi de ce dossier à ce moment-là a lui aussi été écarté du dossier, mais dans des conditions pour nous qui ne sont pas encore très claires, puisqu'il y avait aussi d'autres choses qui avaient été reprochées à ce magistrat. Les gens qui sont occupés de cette enquête, le juge d'instruction, le premier médecin qu'on a eu, c'est que des charlatans, quoi. Ils ont énormément au système judiciaire. Hein. Je dirais on n'a pas eu de chance depuis le début. Après, on nous dit de faire confiance à la justice, on veut bien. Mais si eux ne sont pas capables de faire quelque chose, comment on fait? Jonathan est présenté comme un cas d'école. Tout ce qu'il faut faire dans ce dossier n'a pas été fait. Tout ce qu'il ne fallait surtout pas faire a été fait. On a un peu l'impression que la justice ne s'intéresse pas, ne veut pas mettre les moyens sur la mort de Jonathan Ventilla. Est-ce que c'est au fond parce qu'on a dès le départ quelque chose à se reprocher, c'est-à-dire une enquête mal menée, une scène de crime pas protégée, et qu'on se dit finalement plus vite on oubliera cette histoire et les erreurs qu'on a commises? Est-ce que c'est du fait de l'incompétence ou des uns et des autres? Il y a eu des erreurs, de vraies erreurs, susceptibles d'engager la responsabilité de l'État. Et on a l'impression qu'on a un peu baissé les bras pour cette raison, en se disant ces erreurs, elles sont irrattrapables. Ça n'est pas vrai. On peut rattraper. Il reste toujours un indice, il reste toujours un fil à tirer. Et notre vrai combat, c'est qu'on exploite la procédure qu'on a et qu'on utilise nos outils de police scientifique et technique pour mettre en relation les témoignages, pour les exploiter. C'est ce qu'on nous refuse régulièrement. On demande qu'on puisse avoir une recherche ADN aussi complète que possible. Ça demande des moyens, c'est sûr, mais si on ne se les donne pas, on ne trouvera jamais le meurtrier ou les meurtriers de Jonathan. Et donc, cette recherche ADN, c'est vraiment pour nous la priorité absolue. Ce qui est difficile, c'est de convaincre les magistrats et les enquêteurs de faire cette enquête. Et c'est le cas de Jonathan. On l'a abandonné, on l'abandonne et nous, on ne veut pas qu'on l'abandonne. On a l'impression qu'on a négligé la mort de Jonathan. Jonathan, c'est, voilà, comme on dit, c'est un dossier pour eux. Donc on va le laisser de côté, voilà, ça va passer aux oubliettes. Donc on va bientôt arriver à 10 ans, toujours rien de fait, mais c'est pas passé aux oubliettes, on va pas oublier. Moi, je pense dans ce dossier beaucoup à Jonathan. Parce que Jonathan, lui, on l'a pas entendu, il était sourd. Et on l'entend pas. On n'entend pas sa voix qui dit que voilà, il veut avoir justice. Et je trouve que quelque part, dans son histoire, c'est quelque chose d'important de l'entendre, d'entendre sa voix finalement, et de lui rendre justice. Maintenant, on espère que la justice, ceux qui ont repris, qui sont sur le dossier, enquête, qu'ils fassent bien que leur travail. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. Et on a confiance en eux malgré tout ce qui s'est passé. Après les parents de Jonathan, la justice est l'allié de Jonathan. Ça fait presque 10 ans qu'on se bat. J'espère que la justice fera vraiment bien son travail. Parce que vu qu'elle a déjà tout foiré dans l'affaire, parce que là, on parle de mon enfant, on parle d'un enfant qui est assassiné.
Moi, c'est pas un dossier, c'est mon fils, hein, quand même. Faut pas oublier ça. Jonathan, c'était quelqu'un d'extraordinaire qui a jamais eu de violence, et puis qu'il a été enlevé par de la violence. C'est pas logique, toutes ces choses-là. Quelqu'un qui s'est battu depuis son enfance pour survivre, agressé par des lâches. Alors c'est ça qui est invivable, invivable. On a privé la vie de mon petit. Et les autres, tous les matins, ils se lèvent, ils font leur vie. Je crois qu'on va pas les chercher, je crois qu'on va jamais les trouver. Je ne lâcherai jamais. Je n'aurai de cesse que de traquer ceux qui ont fait ça à mon fils. Il y a des gens qui savent. Auxonne, c'est une toute petite ville. Il y a des gens qui ont entendu des choses, il y a des gens qui ont vu des choses et qui n'osent pas témoigner. Le problème, c'est qu'en laissant des criminels qui s'en sont pris à ce garçon de cette façon-là dehors, on est tous en danger. On a besoin d'aide pour retrouver les coupables, en espérant qu'il y a des gens qui veulent bien causer. Parce que sans vous, on ne peut pas avancer. Et jamais, pour respecter la vie de mon petit, une personne ne sera mise en danger parce qu'elle va témoigner. Et on peut témoigner sous X aujourd'hui. Il y a l'anonymat, donc ils n'hésitent pas. Ils peuvent téléphoner et dire ce qu'ils ont vu. Nous aider, c'est tout ce qu'on leur demande. Je vous supplie de ne pas oublier, de nous aider, d'aider Jonathan. Aujourd'hui, l'enquête sur le meurtre barbare de Jonathan est toujours en cours. Loïc et Coralie devraient être jugés par le tribunal correctionnel pour non-assistance à personne en danger. Seulement, lorsqu'on perd un enfant dans ces conditions épouvantables, une seule chose pourrait, disons, atténuer la douleur des parents, la vérité. Cette vérité n'effacerait rien, c'est certain, mais elle pourrait au moins apaiser la profonde souffrance des parents de Jonathan. On nous a rendus orphelins. Son père et moi, on est meurtris, dévastés. On est morts à l'intérieur. Flore Bella, pour moi, quelque part, elle est morte avec son fils. Aujourd'hui, il nous manque. C'est un gouffre de vie sans lui. On est au fond et il n'y a pas d'ascenseur dans les précipices. Jonathan, on y pense tous les jours. Hein. Ne serait-ce que des gens en tant qu'amis, on en souffre. Tous les jours, on vit avec ça, tous les jours, on essaie d'avancer dans la vie. Mais vous n'avez plus de vie après, il faut être logique, la vie est complètement différente surtout. Jonathan ne voudrait pas que quelqu'un se tracasse pour lui, mais c'est mon fardeau, celui du papa. Ce qui me fait tenir, c'est surtout pour la mémoire de mon fils, quoi. Lui, il n'aurait jamais abandonné quoi que ce soit. Il a toujours fait face à tout. Mon frère vit avec le manque de Jonathan. Il se lève le matin, il pense à ça, il se couche le soir aussi. Tout le temps dans ses pensées. C'était son seul fils, tous les jours où il vit avec ça. C'était mon seul enfant. C'était mon seul enfant, mon unique enfant, oui. J'ai pas voulu en avoir d'autres parce que j'estimais qu'il avait des problèmes de santé et que je voulais me consacrer pleinement à lui. Oui, j'aurais pu avoir d'autres enfants après ce qui s'est passé, mais je peux pas. Franchement, je peux pas. Voilà, je peux pas. Avec les souvenirs, et puis par moments, c'est très dur, oui. Je regarde rarement les photos, je regarde rarement les vidéos de mon fils. Je vis qu'avec les souvenirs, quoi. Les bons souvenirs, surtout. On est maman jusqu'à son dernier souffle et bien au-delà. Il nous a tellement laissé son empreinte d'amour en nous. Elle est gravée en moi, cette empreinte, quoi que je fasse ou que je sois. Je suis unie et reliée à mon petit. Même s'ils ne connaissaient pas la faiblesse physique de Jonathan, ses agresseurs ont vite compris qu'il pouvait être une victime fragile, une proie facile. Et c'est là que leur plaisir assez brut a commencé. Jonathan, depuis sa naissance, il s'était battu pour vivre. Ils sont 1, 2, 3 peut-être à savoir aujourd'hui quel est le goût du meurtre. La chance, celle de les retrouver, va-t-elle un jour leur faire payer le prix de leur lâcheté ?